L'histoire de la troisième bombe atomique est une histoire largement oubliée dans l'ombre d'Hiroshima et de Nagasaki. Pourtant, elle représente l'un des moments les plus cruciaux de l'histoire du XXe siècle, lorsque la trajectoire de la guerre et de la diplomatie était suspendue à un équilibre précaire. Lorsque la deuxième bombe atomique a explosé au-dessus de Nagasaki le 9 août 1945, la plupart des gens ont supposé que l'Amérique avait épuisé son arsenal nucléaire, que ces deux engins représentaient l'intégralité de la récolte mortelle du projet Manhattan. Cette supposition était complètement fausse. Même alors que le champignon atomique s'élevait au-dessus de Nagasaki, les scientifiques et techniciens de Los Alamos préparaient déjà le cœur d'une troisième arme atomique, et le président Harry Truman envisageait exactement où cette prochaine bombe devrait tomber. Le projet Manhattan n'avait pas simplement produit 2 bombes puis cessé ses opérations. Le vaste complexe industriel qui avait été construit à travers l'Amérique, des installations d'enrichissement d'uranium à Oak Ridge dans le Tennessee, aux réacteurs de production de plutonium à Hanford dans l'État de Washington, en passant par les laboratoires d'assemblage d'armes à Los Alamos au Nouveau-Mexique, continuait de fonctionner à pleine capacité. Le général Leslie Groves, le commandant militaire du projet Manhattan, avait établi un calendrier de production qui livrerait des cœurs de bombes atomiques à un rythme régulier. Le troisième cœur de plutonium devait être prêt le 19 août, seulement 10 jours après Nagasaki. Des cœurs supplémentaires suivraient à des intervalles d'environ 3 à 4 jours tout au long du mois d'août et en septembre, avec un taux de production qui s'accélérait à mesure que les processus industriels devenaient plus raffinés et efficaces. La troisième bombe n'était pas simplement théorique ou prévue pour une date future lointaine. Elle était réelle, matérielle et approchait rapidement de son achèvement. Le cœur de plutonium, façonné à partir de l'élément exotique produit dans les réacteurs de Hanford, était en cours de façonnage et d'usinage à Los Alamos. Les lentilles explosives, conventionnelles qui comprimeraient ce cœur pour atteindre la masse critique, étaient en cours de fabrication et de test. L'enveloppe balistique, connue sous le nom de Fatman, d'après la forme ronde nécessaire pour abriter le mécanisme d'implosion, était en cours d'assemblage. Tout se déroulait selon le calendrier et les planificateurs militaires discutaient activement non seulement de la troisième bombe, mais d'une campagne de bombardement atomique soutenue qui pourrait s'étendre jusqu'à l'automne 1945 et jusqu'en 1946 si le Japon ne se rendait pas. La question de savoir où Truman voulait larguer cette troisième bombe nécessite de comprendre la réflexion stratégique à Washington pendant ces journées d'août tendues. La liste originale des cibles pour les armes atomiques avait été compilée à travers un processus exhaustif impliquant des stratèges militaires, des scientifiques et des analystes du renseignement. Le comité des cibles s'était réuni plusieurs fois au printemps 1945 pour sélectionner des villes qui répondaient à des critères spécifiques. Ces cibles devaient être suffisamment importantes pour que leur destruction démontre la puissance de la bombe et convainque les dirigeants japonais que la résistance continue était futile. Elles devaient être relativement épargnées par les raids de bombardement conventionnels précédents afin que le pouvoir destructeur unique de la bombe atomique soit indéniable. Elles devaient avoir une importance militaire ou industrielle et non des populations purement civiles, du moins en théorie. Bien que cette distinction soit devenue grotesquement floue dans la pratique. La liste originale comprenait Hiroshima, Kokura, Niigata et Nagasaki. Kyoto, l'ancienne capitale et cœur culturel du Japon, avait initialement été en tête de liste en raison de sa taille et de sa capacité industrielle. Mais le secrétaire à la guerre Henry Stimson était personnellement intervenu pour la retirer, arguant que détruire une ville si importante culturellement créerait une inimitié durable et rendrait la réconciliation d'après-guerre impossible. Après que Hiroshima et Nagasaki aient été frappées, 2 villes de la liste originale restaient, Kokura et Niigata. De plus, les planificateurs militaires avaient identifié plusieurs autres cibles potentielles, dont Tokyo, qui, malgré un bombardement incendiaire étendu, contenait encore d'importantes installations militaires et gouvernementales, ainsi que les villes industrielles de Yokohama, Osaka et Kobe. Les preuves suggèrent que Tokyo elle-même émergeait comme la cible préférée pour la troisième bombe atomique. Cela aurait représenté une escalade dramatique, car Tokyo n'était pas simplement une autre ville, mais le cœur politique et symbolique de l'Empire japonais. Le palais impérial où résidait l'empereur Hirohito se trouvait au centre de Tokyo. Les ministères gouvernementaux qui dirigeaient l'effort de guerre y étaient concentrés. Détruire Tokyo avec une arme atomique aurait envoyé un message sans équivoque qu'aucune partie du Japon n'était en sécurité, que même la personne sacrée de l'empereur ne pouvait être protégée de cette nouvelle forme de guerre.
Le général Henry Arnold, commandant général des forces aériennes de l'armée, avait reçu l'autorisation de poursuivre les opérations de bombardement atomique sans approbation présidentielle explicite, pour chaque frappe ultérieure. L'ordre, émis le 25 juillet, stipulait que des bombes supplémentaires seraient livrées sur des cibles dès qu'elles seraient prêtes. Cela signifiait qu'une fois la troisième bombe achevée, elle pourrait être expédiée à l'île de Tinian, où le 509e groupe composite attendait avec ses bombardiers B-29 spécialement modifiés et largués en quelques jours. La machinerie de la guerre atomique avait été mise en mouvement et arrêter nécessiterait d'une intervention active plutôt qu'un retard passif. La réflexion de Truman, pendant cette période, révèle les calculs complexes d'un dirigeant essayant de mettre fin à une guerre catastrophique, tout en luttant avec des armes dont le pouvoir destructeur dépassait tout ce qui avait existé dans l'expérience humaine. Dans ses déclarations publiques et ses écrits privés, Truman exprimait à la fois la détermination de forcer la reddition du Japon et un malaise croissant face au massacre massif de civils. Après avoir appris les détails de la dévastation d'Hiroshima, il aurait dit à son cabinet qu'il ne voulait pas tuer tous ses enfants. Pourtant, il croyait également, sur la base des estimations du renseignement et de l'expérience amère des combats insulaires dans le Pacifique, qu'une invasion des îles principales du Japon entraînerait des centaines de milliers de pertes américaines et potentiellement des millions de morts japonaises. L'horloge tournait de plusieurs façons à la mi-août 1945. Chaque jour où le Japon continuait à se battre signifiait des souffrances continues pour les prisonniers de guerre alliés détenus dans des conditions brutales à travers l'Asie. La famine et l'oppression continue des populations sous occupation japonaise et des morts au combat continuent en Chine, en Birmanie et dans tout le théâtre du Pacifique. L'Union soviétique était entrée en guerre contre le Japon le 8 août, comme promis à la conférence de Yalta. Et les forces soviétiques avançaient rapidement à travers la Mandchourie, créant de nouvelles complications géopolitiques. Les armées de Staline démontraient que la machine militaire soviétique, aguerrie par 4 années de guerre totale contre l'Allemagne, pouvait écraser les forces japonaises avec une rapidité choquante. Cela soulevait la perspective que, si le Japon ne se rendait pas rapidement, les forces soviétiques pourraient occuper des portions importantes du territoire japonais, y compris potentiellement les îles principales du Nord, créant une occupation divisée similaire à ce qui se produirait en Allemagne et en Corée. Le gouvernement japonais était paralysé par une division interne pendant ces jours cruciaux. Même après Hiroshima, même après Nagasaki, même après l'invasion soviétique de la Mandchourie, le Conseil suprême pour la direction de la guerre restait dans l'impasse. La faction pacifiste, dirigée par le ministre des Affaires étrangères Shigenori Togo et le ministre de la Marine Mitsumasa Yonai, plaidait pour accepter les termes de la déclaration de Potsdam pour une reddition inconditionnelle, avec la seule condition que le système impérial soit préservé. La faction militaire, dirigée par le ministre de la Guerre Koreshika Hanami et les chefs d'état-major de l'armée et de la marine, insistait sur plusieurs conditions, y compris aucune occupation du Japon proprement dit, la gestion japonaise des criminels de guerre et l'autodésarmement. Cette impasse signifiait que, même alors que les villes japonaises brûlaient et que les bombes atomiques tombaient, le gouvernement ne pouvait pas agir. Le rôle de l'empereur Hirohito est devenu décisif précisément en raison de cette impasse. Dans une intervention sans précédent, le 10 août, et à nouveau plus fermement le 14 août après une tentative de coup d'État militaire par des officiers opposés à la reddition, l'empereur a rompu avec la tradition et a activement ordonné à son gouvernement d'accepter les termes alliés. Cette intervention a probablement empêché le largage de la troisième bombe atomique, et peut-être beaucoup d'autres, mais c'était d'une extrême justesse. Si l'empereur n'était pas intervenu, si la faction militaire avait réussi sa tentative de coup d'État, la campagne de bombardement atomique se serait poursuivie. Le cœur de plutonium de la troisième bombe est bien arrivé à l'île de Tinian, mais à ce moment-là, le Japon avait accepté de se rendre. Ce cœur, plutôt que d'être largué sur une ville japonaise, a fini par servir un objectif différent. Il est devenu le cœur de la 4e arme nucléaire jamais détonée, non en guerre, mais dans la série de tests à l'atoll de Bikini en 1946. L'infrastructure et l'expertise qui avaient été mobilisées pour produire ces armes n'ont pas simplement disparu après la reddition du Japon.
Au contraire, elles sont devenues le fondement de l'arsenal nucléaire américain de la guerre froide. Et la terrible connaissance de la façon de construire et d'utiliser ces armes s'est propagée à d'autres nations, créant l'équilibre précaire de la dissuasion nucléaire qui a défini la seconde moitié du XXe siècle. Les implications de ce qui a failli se produire avec la troisième bombe s'étendent bien au-delà de la question immédiate de savoir comment le Japon aurait répondu à des frappes atomiques supplémentaires. Si Tokyo avait été détruite par une bombe atomique, tuant potentiellement des centaines de milliers de personnes de plus, y compris peut-être l'empereur Hirohito lui-même, tout l'ordre d'après-guerre en Asie aurait pu se développer différemment. L'occupation du Japon reposait fortement sur la préservation du système impérial et le travail à travers l'empereur pour légitimer les réformes. Sans cette institution stabilisatrice, la reconstruction du Japon aurait pu être beaucoup plus chaotique et conflictuelle. La démonstration de la volonté américaine de détruire même les symboles les plus sacrés de la culture japonaise aurait pu créer une inimitié plus profonde et plus durable, rendant l'alliance éventuelle entre l'Amérique et le Japon plus difficile à réaliser. La campagne de bombardement stratégique contre le Japon, à la fois conventionnelle et atomique, représente l'un des chapitres les plus troublants de l'histoire militaire américaine. Le bombardement incendiaire de Tokyo, les 9 et 10 mars 1945, a tué plus de personnes en une seule nuit que la bombe atomique à Hiroshima. Des dizaines d'autres villes japonaises ont été systématiquement détruites par des raids incendiaires conçus pour maximiser les pertes civiles et briser le moral japonais. Les bombes atomiques étaient différentes, non pas dans leur ciblage des populations civiles, que le bombardement conventionnel avait déjà rendu routinier, mais dans leur efficacité, leur valeur de choc et leur démonstration qu'un seul avion transportant une seule bombe pouvait détruire une ville entière. La troisième bombe aurait continué ce schéma, et les quatrième, cinquième et sixième bombes, qui étaient à divers stades de production, auraient suivi. Certains historiens ont soutenu que les bombes atomiques étaient inutiles, que le Japon était déjà vaincu et se serait rendu dans quelques semaines ou mois, en raison du blocus naval étranglant son économie et de l'entrée soviétique dans la guerre, démolissant ses armées en Asie continentale. D'autres ont maintenu que les bombes étaient essentielles pour obtenir une reddition sans invasion catastrophiquement coûteuse, soulignant la résistance continue de la faction militaire même après 2 bombes atomiques et l'invasion soviétique. La vérité se situe probablement quelque part entre ces positions, compliquée par le fait que nous ne pouvons pas rejouer l'histoire pour voir ce qui se serait passé dans différents scénarios. Ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que les dirigeants américains en août 1945 croyaient qu'ils devaient continuer à appliquer une pression maximale, y compris le bombardement atomique, pour forcer la reddition du Japon avant l'invasion prévue de Kyushu en novembre. Le calendrier de production pour des bombes atomiques supplémentaires en août et septembre 1945 révèle la mesure dans laquelle la guerre atomique devenait systématisée et routinière, plutôt que spéciale et exceptionnelle. Fin août, Los Alamos s'attendait à livrer des chœurs à un rythme qui aurait soutenu 2 à 3 missions de bombardement atomique par semaine d'ici septembre. Le 509e groupe composite avait plusieurs avions et équipages formés pour les missions atomiques. L'infrastructure pour transporter, assembler et livrer des armes atomiques fonctionnait efficacement. Si la guerre s'était poursuivie, le bombardement atomique serait simplement devenu un autre outil dans l'arsenal américain, utilisé aux côtés du bombardement conventionnel, du bombardement naval et de la préparation de l'invasion. Le caractère unique d'Hiroshima et de Nagasaki, en tant qu'événement singulier mettant fin à la guerre, n'était pas inévitable, mais plutôt la conséquence de la reddition du Japon empêchant ce qui aurait pu devenir une campagne de bombardement atomique soutenue. Le général Douglas MacArthur, désigné pour commander l'invasion du Japon, avait initialement été sceptique quant à la valeur stratégique de la bombe atomique, la considérant comme un spectacle secondaire par rapport aux forces conventionnelles massives assemblées pour l'opération Downfall. Après Hiroshima et Nagasaki, ses opinions ont changé et il en est venu à apprécier comment les bombes avaient évité la nécessité d'une invasion qui avait consommé de vastes ressources et vies. Pourtant,
MacArthur comprenait également qu'occuper le Japon et le transformer en démocratie pacifique nécessiterait de préserver suffisamment de la société et des institutions japonaises pour fonctionner. La destruction complète de Tokyo par une bombe atomique aurait pu compromettre cet objectif en éliminant trop de structures gouvernementales et sociales existantes. Les scientifiques qui ont construit la bombe atomique avaient des opinions variées sur son utilisation. Certains, comme Leo Szilard et James Franck, avaient plaidé pour une démonstration de la puissance de la bombe, plutôt que son utilisation contre des villes, espérant que choquer le Japon avec une démonstration de cette nouvelle arme serait suffisant sans perte civile massive. D'autres, dont Robert Oppenheimer et la majorité des scientifiques travaillant sur le projet, soutenaient l'utilisation de la bombe contre des cibles militaro-industrielles, bien que beaucoup aient ensuite exprimé une profonde ambivalence à propos des armes qu'ils avaient créées. D'autres encore, comme Edward Teller, ont montré peu d'hésitation quant à l'utilisation de la bombe et ont activement promu le développement d'armes nucléaires encore plus puissantes. Ces désaccords se sont poursuivis tout au long de la guerre froide, certains vétérans du projet Manhattan devenant des défenseurs du contrôle des armements, tandis que d'autres devenaient des partisans de l'expansion des arsenaux nucléaires. La troisième bombe, qui n'a jamais été larguée sur le Japon, représente un tournant historique qui a presque eu lieu, mais elle ne s'est pas produit. Dans une chronologie, la chronologie que nous n'habitons pas, cette bombe est tombée sur Tokyo ou une autre ville japonaise, tuant des dizaines ou des centaines de milliers de personnes de plus, incluant potentiellement l'empereur, et créant des effets d'entraînement à travers l'histoire d'après-guerre que nous pouvons à peine imaginer. Dans la chronologie que nous habitons, la reddition du Japon est arrivée juste à temps pour empêcher cette catastrophe supplémentaire. Bien que cela ait été de la chance, du timing ou le résultat de l'intervention de l'empereur reste débattu. Ce qui est certain, c'est que l'appareil existait pour continuer le bombardement atomique indéfiniment, que les dirigeants militaires et politiques étaient prêts à utiliser ces armes à plusieurs reprises jusqu'à ce que le Japon se rende, et que seule l'annonce de la reddition le 15 août a empêché la troisième bombe, et la quatrième et la cinquième, de tomber sur les villes japonaises pendant les dernières semaines de l'été 1945.